mon fiancé m'a abandonné pendant la chimiothérapie, alors je me suis présenté à son mariage dans ma robe de survivante. Lorsque le docteur Carter m'a regardé, ses yeux se sont visiblement adoucis. J'ai su à cet instant précis que quelque chose de pire que la douleur qui rongeait ma poitrine depuis 3 mois allait arriver. Et là, vous avez un cancer du sein de stade 3. Entendre ces mots, c'était comme si le plafond s'était effondré sur ma tête. Tout est devenu flou après cela, le faible bourdonnement de la climatisation, la lumière crue de la salle d'examen, et sa voix qui expliquait encore les plans de traitement, la chimiothérapie, les taux de survie. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste hoché la tête comme si j'avais encore le contrôle sur quelque chose, même si je tombais en chute libre à l'intérieur. J'avais 27 ans, graphiste indépendante, vivant avec mon petit ami, Jason, dans un petit appartement à Seattle. Nous étions ensemble depuis plus de 4 ans. Nous avions traversé les jours les plus difficiles en débutant nos carrières, rêvé de construire notre propre studio. Il a été la première personne que j'ai appelée en sortant de la clinique. Sa voix s'est brisée quand je lui ai annoncé la nouvelle, mais il a dit une phrase, « Je serai là quoi qu'il arrive ». Et je l'ai cru. 3 semaines plus tard, j'étais assise par terre dans la salle de bain, agrippant la cuvette des toilettes comme si c'était la seule chose qui me maintenait entière. La deuxième séance de chimiothérapie avait ravagé mon corps. Je n'avais jamais su que l'épuisement pouvait vous faire sentir si étrangère dans votre propre peau. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient, mon estomac se soulevait sans pitié. J'ai entendu des pas dans le couloir. Jason, ai-je pensé. Il m'apportait une serviette froide où, au moins, il s'assiérait à côté de moi comme la dernière fois. Mais quand la porte s'est ouverte, sa voix m'a paru si inconnue qu'il m'a fallu un instant pour la reconnaître. Je ne peux plus faire ça. Avant que je puisse lever la tête, il a continué, chaque mot clair, ferme, je pensais que je pourrais le supporter, mais je ne peux pas. Ça, tout ça, c'est trop pour moi. J'ai agrippé le rebord des toilettes, essayant de rester calme. Ça veut dire quoi? Que je suis en train de suivre un traitement contre le cancer? Il n'a pas répondu. Il m'a regardé comme si j'étais un fardeau qu'il avait accidentellement ramassé et qu'il regrettait maintenant de porter. Puis il a parlé à nouveau, aussi nonchalamment que pour annuler un abonnement à la salle de sport, j'ai appelé ta sœur. Émilie arrive de l'Oregon ce soir. Elle s'occupera de toi à ma place. J'ai levé les yeux. Mes yeux étaient rouges, des larmes et de la sueur coulaient sur mes joues. Tu as parlé à ma sœur avant de me dire au revoir? Jason s'est détourné. Je pouvais voir la lâcheté dans la façon dont il évitait mon regard. Je ne savais pas comment le dire. J'ai laissé échapper un rire, rauque et sec, comme du métal heurtant la pierre. Eh bien, félicitations. Tu as trouvé un moyen. Il a posé la clé de la maison sur le comptoir de la cuisine. Le cliquetis du métal contre le marbre était plus froid que la première nuit d'hiver que nous avions partagée sous le même toit. Je demanderai à quelqu'un de récupérer le reste de mes affaires plus tard. J'ai juste besoin d'espace pour réfléchir. Je n'avais plus d'énergie pour être en colère. La chimio avait tout pris, mes cheveux, ma force, ma clarté, et maintenant même ma capacité à me défendre. J'ai juste murmuré, « Oh ». Puis il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Je savais qu'il attendait que je le supplie de rester, mais je n'avais plus rien pour retenir qui que ce soit. Quand la porte s'est finalement fermée, j'ai traîné mon corps jusqu'au lit. Le lit qui me semblait autrefois sûr sentait maintenant l'antiseptique et le vide. J'ai pleuré, non pas à cause de lui, mais à cause de moi-même, une femme qui s'effaçait lentement, physiquement et émotionnellement. 3 jours après que Jason eut quitté l'appartement, je l'ai vu apparaître sur les réseaux sociaux, souriant, le bras autour d'une femme en robe rouge, assis à côté d'un verre de vin sur un bar en terrasse familier. J'ai dû relire le nom d'utilisateur pour y croire, Lindsay Parker, l'ancienne collègue de Jason à la société d'investissement, celle qui me souriait poliment lors des fêtes de bureau et me demandait des nouvelles de la santé de ma mère avec une fausse sollicitude. J'ai fixé cette photo jusqu'à ce que l'écran de mon téléphone s'éteigne de lui-même. L'horodatage datait de la nuit où il avait quitté ma maison, pas 3 semaines plus tard, pas même un mois. Cette même nuit, alors que je m'accrochais encore à l'oreiller qu'il avait laissé derrière lui, attendant un texto ou une explication décente. Pas la moindre trace de honte. Je ne pouvais pas dire ce qui faisait le plus mal, la maladie qui rongeait mon corps ou la réalisation que la personne en qui j'avais le plus confiance m'avait jeté de côté comme du lait périmé. Ce soir-là, Émilie, ma sœur, est arrivée.
Elle est entrée dans l'appartement avec un sac de nourriture chaude, les yeux pleins à la fois de colère et d'inquiétude. « Tu as mangé quelque chose ?» J'ai apporté de la soupe au poulet et du pain grillé. J'ai secoué la tête. Elle a posé le sac, s'est assise à côté de moi et a demandé doucement, « Jason m'a appelé il y a quelques jours. Il a dit, tu avais besoin de quelqu'un pour prendre soin de toi. » Ma voix est sortie rauque, il ne voulait plus rester. Émilie n'a pas répondu tout de suite. Après un long moment, elle m'a serré la main. Je suis au courant pour l'INSEE. Je me suis tourné vers elle, surprise. Tu es au courant. Une de mes amies travaille dans le même immeuble. Elle les a vus déjeuner ensemble depuis mars. J'ai expiré, la poitrine lourde. Mars. Presque 6 mois avant mon diagnostic. Le frisson qui parcourait ma colonne vertébrale ne venait pas de la chimio, il venait de savoir que j'avais été trahie bien avant de réaliser que j'étais amoureuse, seule. Émilie m'a regardée, hésitante. Tu es sûr qu'ils ont commencé après que tu sois tombée malade? Je n'ai pas répondu. Au fond de moi, la réponse était déjà douloureusement claire. 2 jours plus tard, alors que je me reposais, on a sonné à la porte. C'était Judith, la mère de Jason. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne. J'avais toujours eu un faible pour elle. Pendant les années où Jason et moi étions ensemble, elle m'avait souvent envoyé des textos pour prendre de mes nouvelles, envoyé des cadeaux pour les fêtes, et ne m'avait jamais traité avec autre chose que de la chaleur. Ce jour-là, elle est arrivée dans un cardigan gris clair, tenant un bouquet d'hortensia pâle dans ses bras. Puis-je entrer? J'ai hoché la tête, m'écartant. Elle a posé les fleurs sur la table, s'est assise et m'a regardé longuement. Ce n'était pas de la pitié, c'était quelque chose de bien plus conflictuel. Jason a eu tort. Profondément tort. Je ne savais pas comment répondre, alors je suis restée silencieuse. Elle a sorti une petite enveloppe et l'a glissée vers moi. C'est l'argent que j'avais économisé pour son mariage. Je ne veux pas que l'INSEE porte une robe payée avec ça. Si tu as besoin d'aide, utilise-le pour faire quelque chose de bien pour toi. J'étais sans voix. Avant que je puisse réagir, elle s'est levée. Je ne peux pas changer mon fils, mais je peux choisir de me ranger du côté de ce qui est juste. Le lendemain soir, j'ai reçu un message d'une vieille amie, Mélanie, qui était allée à l'université avec Jason et travaillait maintenant dans une société financière à Denver. Et là, j'ai essayé de garder le silence, mais après avoir entendu que Jason t'avait quitté en plein traitement, je ne peux plus garder ça pour moi. L'INSEE n'était pas une nouveauté. Ils sont partis ensemble en voyage d'affaires en février, et j'ai entendu Jason le dire lui-même, que ta maladie était l'excuse parfaite pour s'en aller sans être détesté. Cette dernière phrase m'a glacé le sang. Jason avait utilisé mon cancer comme couverture parfaite pour partir. Non seulement il m'avait trahi, mais il avait choisi le moment de son départ pour se donner une image respectable. Une partie de moi voulait crier, une autre partie se sentait juste vide. J'ai fixé l'écran du téléphone. Le nom de Jason Miller ressemblait maintenant à une blague, une humiliation. Je ne sais pas exactement quand mon corps a commencé à se battre contre la maladie, mais je me souviens du moment où j'ai arrêté de m'allonger sur le sol de la salle de bain. C'était un petit matin de décembre. La lumière du soleil filtrait à travers les stores de mon appartement sombre et frappait le fauteuil dans lequel j'avais l'habitude de m'asseoir pendant les perfusions. Je me suis assise droite, enveloppée dans un épais pull, et je me suis préparé une tasse de thé à l'amande poivrée. La chaleur a glissé dans ma gorge, pas agréable, mais plus douloureuse. 8 mois de traitement signifiaient 8 mois d'apprentissage pour m'accepter à nouveau. Mon corps changeait quotidiennement, les cheveux sont tombés complètement, puis sont revenus lentement sous forme de fines mèches naturellement bouclées, ma peau s'est assombrie à cause des médicaments, mes ongles sont devenus cassants et décolorés. Mais pendant ces 8 mois, j'ai réalisé que j'avais besoin d'une carte, non seulement pour survivre, mais pour exister à nouveau en tant que personne entière. J'ai noté 3 objectifs, pas grandioses, mais nécessaires, reconstruire mon corps, retrouver mon indépendance financière, trouver un endroit qui m'appartienne. J'ai contacté Nora, une coach en rétablissement post-cancer qu'Émilie avait trouvée via un forum de santé. Nora était une femme noire, petite et forte, qui parlait avec franchise et refusait d'utiliser des encouragements creux. Ton corps a traversé une guerre. Nous ne sprintons pas, nous reconstruisons. Compris? J'ai hoché la tête. Et j'ai commencé par les choses les plus simples, de longues promenades dans le parc, soulever des haltères d'une livre, apprendre à respirer correctement. Certains jours,
je ne pouvais pas tenir 10 minutes sans me sentir étourdi. D'autres jours, je me tenais devant le miroir et pleurais parce que je voyais une définition musculaire sur mon bras, une caractéristique que je pensais ne jamais retrouver. Nora ne m'a pas félicité, elle a juste posé une main sur mon épaule. Tu vois? Ton corps n'a jamais abandonné. Il attendait juste que tu reviennes. Avant de tomber malade, j'avais travaillé en freelance avec plusieurs maisons d'édition à Seattle, principalement pour l'édition de livres pour enfants. Lorsque ma santé s'est stabilisée, j'ai envoyé un courriel à Maggie, une éditrice senior avec qui j'avais travaillé auparavant. Je ne peux pas travailler à plein temps, mais j'ai besoin de projets. À distance, horaire flexible. Elle a répondu le jour même, envoie un exemple de critique si tu es prête. Je suis submergé de soumissions. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai passé 3 heures à écrire la première évaluation de manuscrit, longue, détaillée, soignée, comme si j'en étais l'auteur. Non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que mon cerveau se sentait à nouveau vivant. À partir de ce moment-là, j'ai eu des missions régulières chaque semaine. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais assez pour que je ne dépende plus du reste de mes économies. Après le traitement, l'appartement que Jason et moi avions partagé, bien qu'il eût disparu depuis longtemps, portait encore ses traces, la lampe de lecture qu'il avait choisie, les rideaux beiges que je n'avais jamais aimés mais qu'il insistait pour dire qu'ils avaient l'air propre. Je ne voulais pas vivre dans un monument au passé. J'ai mis l'appartement en vente par l'intermédiaire d'un agent à la voix douce nommé Kevin, qui n'a jamais demandé « Pourquoi vendez-vous » Il a simplement dit « De quoi avez-vous besoin ?» Je vais m'en occuper. 2 semaines plus tard, un jeune couple est venu voir l'endroit, récemment fiancé, leurs yeux pleins de ce genre de lumière que j'avais autrefois porté. J'ai accepté de vendre immédiatement. Pas de négociation, pas d'hésitation. Après les impôts et le remboursement des dettes médicales, j'ai trouvé un petit appartement dans la partie nord de Capitol Hill, un vieux quartier rempli d'escaliers en pierre, de cafés qui jouaient du jazz le week-end, et de rangées d'érables rouges flamboyants à l'automne. L'appartement n'avait qu'une seule chambre. La fenêtre donnait sur la route principale. Le parquet était vieux, mais la lumière du soleil matinal suffisait à réchauffer tout l'espace. J'ai accroché un unique tableau au mur, un phénix renaissant de ses cendres, un cadeau d'anniversaire tardif qu'Émilie avait apporté lors d'une visite à la fin du printemps. « Tu n'as pas besoin de voler haut, et là, avait-elle dit. Sache juste que tu es assez forte pour ne plus tomber. » Cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre, tenant une tasse de thé au gingembre, regardant les lumières des voitures s'étaler sur le trottoir. Pas de Jason. Pas de Lindsay. Pas de souvenirs s'accrochant à moi comme des racines empoisonnées. Je ne l'avais pas contacté tout de suite. J'ai hésité pendant près de 3 semaines après avoir déménagé à Capitol Hill, mais son nom continuait de tourner dans mon esprit comme un loquet de porte mal fermé, Daniel Hart. Daniel avait été l'ami de Jason à l'université, même cours de finance en 2e année, même club de course, même stage dans leur première entreprise. Mais à un moment donné, pendant leur dernière année, ils avaient coupé les ponts. Jason avait simplement dit « Il n'est plus digne de confiance ». Je n'ai jamais demandé plus de détails, jusqu'à ce que je vois au hasard le nom de Daniel apparaître sous une publication publique sur l'INSEE sur les réseaux sociaux, une photo glamour de vacances au Mexique où elle se vantait « L'année la plus vivante de ma vie ». Sur la photo, Jason se tenait derrière elle, la main sur son épaule, arborant ce sourire inimitable, suffisant, arrogant, totalement sans cœur. J'ai envoyé un court message à Daniel. Je n'attendais pas grand-chose. Daniel, c'est Ella, l'ex de Jason. Je sais que vous étiez proches autrefois. Il y a des choses que vous seul pouvez m'aider à comprendre. Il a répondu en moins de 2 heures. Je me souviens de vous. Et honnêtement, j'espérais que vous me contacteriez. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café près de notre ancien campus universitaire, le même endroit où j'attendais Jason après les cours. Daniel est arrivé à l'heure, portant une chemise grise boutonnée, les cheveux soigneusement coupés, le visage sérieux, comme s'il attendait cette conversation depuis des années. Jason a menti sur beaucoup de choses, et là, a-t-il dit. Mais ce qu'il t'a fait. Je ne réalisais pas que c'était si grave. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas venu chercher de la sympathie. Je veux la vérité. Pourquoi avez-vous coupé les ponts avec lui? Daniel a pris une profonde inspiration et a posé sa tasse de café. En février dernier, Jason a utilisé mon nom pour parapher un rapport financier. Je ne l'ai découvert que lorsque l'audit a appelé pour confirmer quelque chose directement. Quand je l'ai confronté,
il a juste haussé les épaules et dit, ce ne sont que des papiers. Personne n'y prête attention. Tu veux dire, pour toi. Compris. Et ce n'était pas une fois. J'ai regardé en arrière et j'ai trouvé au moins 4 autres incidents. J'ai déposé un rapport interne, et Jason, comme tu peux t'en douter, a retourné la situation, me faisant passer pour un loser jaloux. Avez-vous des preuves? Daniel a hoché la tête. J'ai gardé des scans des fichiers modifiés. Et quelques autres soupçonnent quelque chose aussi, mais ils ont peur de parler. J'ai soutenu son regard et j'ai dit clairement, je veux les rencontrer. Chacun d'entre eux. 2 semaines plus tard, j'avais 3 noms, 3 femmes travaillant dans différents départements de la même entreprise que Jason. Elles n'étaient pas victimes de manipulation émotionnelle, elles étaient victimes de coercition au travail, poussées à détourner le regard ou exclues des projets clés chaque fois qu'elles osaient parler. Nous nous sommes rencontrés dans un petit bar à Tacoma. Toutes les 3 ont accepté de partager ce qu'elles savaient à condition que je ne révèle pas leur nom. Elles m'ont montré des courriels internes avec des transferts de fonds suspects de comptes d'investissement temporaires vers des coûts d'organisation d'événements pendant que Jason et Lindsay étaient en vacances. L'une d'elles avait même conservé des reçus de réservation d'hôtels débités sur la carte de l'entreprise, le nom de Jason clairement imprimé. Nous savons tout, et là, mais il a une façon de faire croire aux gens qu'il est intouchable. Je les ai remerciés et je suis sorti. Une brise froide du port m'a effleuré le visage. J'ai resserré mon écharpe. Dans mes mains maintenant, il n'y avait pas seulement de la frustration, il y avait la vérité, confirmée, documentée et attestée. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Pendant un bref instant, j'ai hésité. Est-ce que j'allais trop loin? Mais ensuite, je me suis souvenu du regard de Jason quand il est parti, froid et définitif. Je me suis souvenu de ce que son ami avait dit, il pense que ta maladie lui a donné la porte de sortie parfaite tout en gardant son image intacte. J'ai ouvert le dossier, j'ai tout sauvegardé sur une nouvelle clé USB et je l'ai étiqueté « Règlement de compte ». Puis j'ai ouvert le tiroir et j'en ai sorti une boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un pendentif phénix en argent, le cadeau d'Emily, le jour où j'ai terminé ma dernière séance de chimiothérapie. Je l'ai attaché autour de mon cou et je me suis regardé dans le miroir. Je n'étais plus la femme attendant d'être plainte. J'ai reçu l'invitation au mariage un après-midi de mars. Elle ne m'était pas adressée directement mais transmise par Anna, une amie d'université. L'objet du courriel disait « Jason et Lindsay, l'histoire d'amour commence ici ». Je l'ai ouvert, ne m'attendant à rien, mais la première ligne m'a glacé le sang, vous êtes cordialement invités à célébrer le mariage de Jason Miller et Lindsay Parker à l'hôtel Atoria Edge, Lakeview, où notre histoire d'amour a commencé sous le premier coucher de soleil. Atoria Edge. Le même lieu que Jason avait autrefois réservé pour notre mariage. Je me souvenais de chaque détail, j'avais choisi les nappes, les chaises, même le groupe acoustique. J'avais gardé la facture pendant 3 mois, pensant que je voudrais peut-être changer l'arrangement floral un jour. Il s'est avéré que cette facture pouvait encore être utile, mais pour une raison très différente. Je suis resté assise en silence pendant un long moment. Puis j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Emily. Elle a répondu avant la fin de la première sonnerie. Tu l'as vu? Ils peuvent inviter qui ils veulent. Juste pas moi, ai-je dit doucement. Mais ils ont oublié une chose, rien ne reste caché sur Internet. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai resserré ma prise sur le pendentif phénix. J'ai besoin d'exactement 6 semaines et d'une robe. J'ai rencontré Cali Tran, une créatrice vietnamo-américaine connue pour confectionner des robes pour les survivantes du cancer. Ses créations ne cachaient pas les cicatrices, elle les transformait en cœur de la robe. Cali a écouté mon histoire, son expression calme, comme quelqu'un qui avait vu plus de douleur que la plupart des gens. Quel genre de robe veux-tu? Une qui parle pour moi. Je ne vais pas faire de discours. Je ne vais pas pleurer ni crier. Je veux juste entrer et les laisser comprendre. Cali a hoché la tête. Elle a commencé à dessiner immédiatement, une robe vert émeraude avec un dos nu, une taille ajustée au pas serré, juste assez pour souligner la nouvelle forme de mon corps. Pas impeccable, mais puissante. La couleur de la Renaissance, a-t-elle dit. Le printemps après le plus long des hivers. J'ai fixé le croquis. C'était une douce armure pour ma résurrection. Après avoir approuvé le design, j'ai réservé une chambre à l'Atoria Edge, un étage au-dessus de la salle de mariage. J'avais besoin d'être au cœur de l'événement. J'ai demandé de l'aide à Emily, engagé une maquilleuse,
trouvé les boucles d'oreilles parfaites, préparé une petite pochette juste assez grande pour la clé USB contenant toutes les preuves relevées de transactions, chronologie et 3 témoignages, tout arrangé comme un élégant acte d'accusation. Une semaine avant le mariage, j'ai appelé Daniel. Je le fais. Es-tu sûr de vouloir te tenir à mes côtés? Sa voix était calme mais ferme. Et là, je suis resté silencieux pendant que Jason faisait du mal aux autres. Pas cette fois. Je n'ai pas dit merci. Nous nous connaissions mieux que ça. La nuit précédant le mariage, je me tenais devant le miroir de ma chambre d'hôtel. Mes cheveux avaient atteint la longueur du menton, bouclant doucement aux extrémités la première fois que je pouvais toucher ma tête sans craindre la douleur. Je portais le collier Phoenix, avais accroché une paire de petites boucles d'oreilles en quartz, cadeau de ma mère d'Arizona avant son décès. À mon poignet gauche, j'avais noué un ruban vert, personne d'autre n'en comprendrait la signification, seulement moi. Je me suis regardé une dernière fois. Je n'étais plus la femme laissée seule dans une salle de bain avec un corps en décomposition et un cœur brisé. L'hôtel Atoria Edge scintillait cette nuit-là comme une pierre précieuse au bord du lac View. Je suis sorti de l'ascenseur au 3e étage, m'arrêtant brièvement devant les grandes portes en bois menant à la salle de bal. La musique filtrait de l'intérieur, des cordes de violon douces, le tintement des verres et des rires que j'avais autrefois cru miens. Je suis entré. Les talons de mes chaussures ont heurté le sol en marbre, chaque pas résonnant régulièrement. Personne n'a dit un mot, mais je pouvais sentir chaque tête tournée, chaque regard qui se posait, s'attardait et s'élargissait lentement. Personne ne m'a reconnu tout de suite. Mes cheveux étaient courts maintenant, ma peau saine, mes épaules plus droites que jamais. Je n'étais plus la femme frêle sur un lit d'hôpital dont ils avaient entendu Jason parler avec une pitié soigneusement répétée. À travers la pièce, j'ai vu Jason. Son smoking parfaitement taillé ne pouvait cacher la panique dans ses yeux au moment où il m'a reconnu. Il s'est figé. À côté de lui, Lindsay souriait à un invité plus âgé, mais en quelques secondes, elle s'est tournée aussi. Son sourire s'est figé. J'ai marché droit vers le centre de la grande salle. La foule s'est écartée comme une porte invisible s'ouvrant devant moi. Jason Miller. Ma voix n'était pas forte, mais elle portait assez pour faire taire toute la pièce. Je crois que tu as oublié d'inviter quelqu'un. Il s'est avancé vers moi, essayant de paraître calme. Ses yeux parcouraient la salle vers les partenaires commerciaux, les clients et les membres du conseil d'administration de son entreprise, tous réunis pour cette affaire soignée. Et là, ce n'est pas l'endroit. Pas l'endroit, les jeux interrompus. Alors quel serait l'endroit pour que je te demande pourquoi tu es sorti de notre appartement sans regarder en arrière, 3 jours après ma 2e séance de chimio? L'air est devenu glacial. Lindsay a instinctivement tendu la main vers Jason, mais j'ai sorti une petite clé USB de la poche de mon manteau et l'ai levée à hauteur des yeux. Ou pourquoi tu as utilisé la carte de crédit de ton entreprise pour réserver des chambres d'hôtel pour des voyages avec elle pendant que je luttais contre les doses de morphine? Une vague de murmures a parcouru la pièce comme le vent sur l'eau. Jason s'est rapproché, sa voix plus basse. Tu exagères tout ça. J'ai esquissé un mince sourire. Non, je rétablis la vérité. Tu as détourné plus de 100 000 $ de comptes d'investissement temporaire au cours de l'année écoulée. La preuve est ici, ainsi que les déclarations de 3 de tes subordonnés directs. Un homme aux cheveux argentés se tenant à proximité, Bernard, membre du conseil d'administration de l'entreprise de Jason, s'est avancé. Est-ce sérieux? Je ne lui ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis tourné. Daniel? Les grandes portes arrière se sont ouvertes. Daniel Hart est entré, vêtu d'un costume anthracite impeccable, comme s'il sortait tout juste d'un tribunal. Dans sa main se trouvait une mallette en cuir. Désolé pour le retard, a-t-il dit en se tournant vers Bernard. Je représente le lanceur d'alerte. Voici le dossier préliminaire. Vous êtes libre de tout vérifier. Le visage de Jason s'est vidé de toute couleur. Lindsay a reculé, chuchotant quelque chose que je n'ai pas pris la peine d'interpréter. Je me suis tourné vers lui une dernière fois. Tu pensais que je mourrais ou que je serais trop faible pour faire quoi que ce soit. Mais non, Jason. J'ai vécu. Je me suis souvenu. Et j'ai documenté chaque pas que tu as fait. Alors aujourd'hui, il ne te reste plus rien à nier. Jason a bégayé, tu ruines ma vie. Non. Je rétablis l'équilibre. Tu as ruiné ta propre vie. Je suis sorti de la salle de bal dans un silence total. Personne ne m'a arrêté.
Personne n'a osé parler. Derrière moi, je pouvais sentir les téléphones se lever, les gens qui souriaient autrefois à Jason chuchotaient maintenant dans son dos. Je ne me suis pas retourné. Dans le couloir, Emily attendait avec un manteau et la paire de chaussures plates que je lui avais demandé d'apporter. J'ai descendu les marches du perron sur mes 2 pieds. Pas une victime. Pas quelqu'un laissé pour compte. Juste moi, et là, sortant du passé la tête haute. La nouvelle a éclaté 3 jours seulement après le mariage. Le Seattle Ledger a publié un article en première page, jeune directeur d'investissement suspendu au milieu d'une enquête pour détournement de fonds. Le visage de Jason était reconnaissable, non pas une photo brillante de conférence, mais une photo de paparazzi de lui quittant le siège de l'entreprise, l'air pâle et débraillé, la cravate pendant comme si elle venait d'être arrachée d'un nœud coulant. 4 semaines plus tard, Jason était officiellement suspendu. L'audit interne s'était transformé en enquête fédérale. Le montant découvert n'était pas seulement de petites sommes dissimulées, il s'agissait de 2 millions de dollars siphonnés via des comptes de décaissement temporaires, acheminés par une société écran au Nevada, et réintroduits comme dépenses médiatiques stratégiques. Une fois que les autorités sont intervenues, tout s'est déroulé plus vite que prévu. Un initié a coopéré, confirmant les documents que j'avais envoyés anonymement. Jason a été arrêté dans l'appartement de luxe qu'il avait acheté avec Lindsay un lundi matin. Personne n'est venu le défendre. Il est sorti en pantalon de jogging, menotté, la tête baissée. 3 mois plus tard, lors de la première audience, Jason a plaidé coupable. Pas d'avocat tape à accent grave-l'œil, pas d'argument complexe. Le juge a prononcé la sentence, 18 mois de détention fédérale, restitution intégrale des fonds volés et dommages-intérêts civils supplémentaires. Lorsque le verdict a été annoncé, j'étais assise à mon café préféré sur Pine Street, lisant le message de Daniel. Je l'ai relu encore et encore, c'est fait, et là. Tout a été clarifié au tribunal. J'ai fermé mon téléphone et j'ai levé les yeux vers la lumière du soleil qui se déversait sur le trottoir. Il n'y avait pas d'acclamation dans ma tête, pas de sonnerie de victoire. Juste le silence. Et cette fois, le silence n'était pas effrayant. Quant à Lindsay, elle a disparu du monde de la finance une semaine seulement après l'arrestation de Jason. Tous ses comptes de réseaux sociaux supprimés, son profil LinkedIn effacé. Son ancien bureau a publié une courte déclaration, Madame Lindsay Parker a démissionné pour des raisons personnelles. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles elle était retournée vivre avec sa famille au Colorado. Certains disaient qu'elle essayait de postuler à nouveau à la faculté de droit. Je m'en fichais. Les gens qui choisissent de marcher dans l'obscurité aux côtés de menteurs devront éventuellement apprendre à y vivre. Un après-midi de début de printemps, alors que les cerisiers en fleurs s'épanouissaient à Volunté Park, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas décrocher, mais quelque chose dans la sonnerie m'a fait marquer une pause. Et là ? C'est moi, Judith. Je me suis figé. Judith Miller. La mère de Jason. Elle avait été autrefois la femme que je pensais devenir ma belle-mère, celle qui m'avait donné un mouchoir brodé à la main lors de notre fête de fiançailles et avait dit, je gardais ça pour quelqu'un de vraiment digne. Maintenant, sa voix était rauque au téléphone. Je n'appelle pas pour défendre qui que ce soit. Je voulais juste dire, ce que tu as fait n'était pas parraine. C'était pour la justice. Je le sais. Je pensais autrefois que Jason était le plus fort, mais il s'avère que c'est toi qui es resté debout pendant la tempête. Il y eut une longue pause, puis doucement, je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon, mais merci de ne pas avoir laissé la vérité enfouie. J'ai répondu doucement, merci d'avoir appelé. Cet été-là, Seattle semblait plus chaude que d'habitude. Les rues bordées d'arbres que j'avais arpentées tant de fois projetaient des ombres plus douces maintenant, comme si le monde lui-même avait légèrement changé parce que j'avais changé ma façon de le voir. Daniel Hart et moi n'avions rien étiqueté. Pas de précipitation, pas de pression. Juste des cafés le samedi, des promenades de chiens le week-end, et un silence partagé dans de petites librairies où je pouvais tranquillement laisser le passé derrière moi. Daniel me comprenait d'une manière que personne n'avait jamais fait. Il ne demandait jamais, ça va ? Il demandait seulement, veux-tu parler aujourd'hui ? Et parfois, son silence était la réponse la plus aimable. Un après-midi de juillet, nous étions assis sur les marches en pierre de Gasworks Park, regardant le lac scintiller d'or sous le soleil tardif. Je venais de soumettre le manuscrit final à un éditeur indépendant d'un livre que je n'aurais jamais cru avoir le courage d'écrire, Parmi les cendres. Ce n'était pas un déballage, pas une histoire de vengeance,
juste un murmure à quiconque avait déjà été laissé pour compte qu'il n'était pas seul. Daniel m'a tendu une tasse de thé glacé à la pêche et a dit « Je ne savais pas que tu écrivais comme ça. » J'ai lu l'extrait. C'est beau et courageux. J'ai souri, regardant l'eau. Honnêtement, la partie la plus courageuse n'était pas de l'écrire, c'était de me permettre de vivre à nouveau. Un mois plus tard, le livre est sorti. Pas de grand lancement, pas de campagne marketing. Juste des critiques discrètes sur de petits blogs, des messages attentionnés dans la section courrier des lecteurs, et un message d'une femme nommée Claire, 48 ans, dans l'Ohio, votre histoire m'a fait arrêter juste à temps. Mon mari m'a quitté pendant ma première série de traitements. Je pensais que je n'étais pas assez forte pour continuer, mais maintenant je pense que je vais essayer. Un matin de début d'automne, j'ai reçu une enveloppe jaune pâle sans adresse de retour. Le cachet de la poste provenait d'un établissement correctionnel fédéral en Oregon. Je savais exactement de qui il s'agissait. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, sur du papier à lettres de prison. L'écriture, toujours familière, mais plus tremblante maintenant. Le ton n'était ni défensif ni accusateur. C'était Jason. Pas d'excuses vides, pas de plaidoyer pour le pardon, juste une confession brute, j'ai toujours couru après l'admiration et le pouvoir, comme si en ayant assez, je ne me sentirais pas vide. Mais tout cela n'était qu'une coquille. Jusqu'à ce que je te voie entrer dans cette salle de mariage, je ne t'avais jamais vue aussi clairement, forte, silencieuse, et ne faisant plus partie de moi. Je n'ai plus le droit de t'appeler quoi que ce soit, mais j'espère que tu t'es trouvé. J'ai plié la lettre et l'ai placée dans le tiroir à côté de mon lit, non pas parce que je m'en souciais encore, mais parce que j'avais besoin de me souvenir, même la personne qui m'avait fait le plus de mal ne pouvait nier ce que j'étais devenu. Pour mon 28e anniversaire, Daniel et moi avons fait une randonnée jusqu'au sommet de Rattlesnake Ledge, d'où l'on peut voir toute la vallée s'étaler en contrebas, le vent balayant les branches de pin. Nous avions apporté des sandwichs, de l'eau et une petite couverture. Daniel s'est assis à côté de moi et a demandé « À quoi penses-tu » J'ai incliné la tête. La lumière du soleil s'est accrochée au pendentif phénix, toujours suspendu à mon cou, non pas pour me rappeler la vengeance, mais pour marquer le voyage de la renaissance. Je pense que je n'ai besoin de rien de plus pour me sentir entière. Daniel a souri mais n'a rien dit. Nous sommes restés assis comme ça pendant un long moment. Pas besoin d'aller de l'avant, pas besoin de regarder en arrière. Juste nous deux, et nous-mêmes. Assez. Mon histoire ne parle pas de vengeance, elle parle de retrouver mon chemin vers moi-même. J'ai presque tout perdu, ma santé, ma confiance, et quelqu'un que j'avais autrefois profondément aimé. Mais de ces cendres, j'ai appris à renaître, non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour vivre une vie qui n'est plus définie par la douleur. Si vous êtes au milieu d'une tempête, croyez ceci, vous n'êtes pas invisible, et la renaissance commence au moment où vous choisissez de faire ne serait-ce qu'un petit pas en avant. Que pensez-vous du parcours d'Ella et des choix qu'elle a faits? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires émouvantes et inspirantes sur l'amour, la famille et la résilience.